Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme un lundi sur deux dans l'épicerie culturelle du territoire sur Radio Grand Lac. Alors nous sommes en direct pendant 1 heure. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps entre le 19e, le 20e siècle et porter notre regard sur Aix-les-Bains. À cette époque, sur certains vestiges d'un passé qui attise notre curiosité. Alors, qui nous amène aussi à imaginer ce que pouvait être la vie à Aix-les-Bains. Des vestiges dont parfois il ne reste rien, ou très peu, des monuments, des constructions encore visibles ou en activité de nos jours. Et plus particulièrement, alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 sujets. L'église anglicane, Saint-Swithin, est-ce que je l'ai bien prononcé ? Je crois que François Fouget a une prononciation à nous. Saint-Swithin. Peut-être Claire Pégase. Je suis d'accord, Saint-Swithin. Voilà. Donc, si j'ai un souci, en tout cas pour le dire, je ferai appel aux invités pour m'aider dans cette pratique-là. Nous parlerons du chemin de fer avec sa crémaillère qui ralliait Aix-les-Bains au Mont-Revard. Et nous parlerons enfin du solarium tournant. Avec moi aujourd'hui des invités, autant experts que passionnés pour en parler. Alors, Claire Pégase de l'Orme. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes experte en ce qui concerne en tout cas le patrimoine britannique d'Aix-les-Bains. Et vous nous parlerez donc plus particulièrement de l'église Saint-Swithin. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. François Fouget, bonjour François. Bonjour Anne. Vous êtes véritable passionné par les trains et notamment par le deuxième sujet qui nous animera, la crémaillère d'Aix-les-Bains. Tout à fait, mais à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et enfin, Joël Lagrange. Bonjour Joël. Bonjour. Donc vous êtes directeur des archives municipales de la ville d'Aix-les-Bains, président de la Société d'art et d'histoire. Et vous nous parlerez de cette étrange construction qui en fait même rêver certains, qui est le solarium tournant. Voilà, un vestige du passé. Et nous parlerons aussi, si on a le temps, en tout cas de la plage d'Aix-les-Bains qui est des années 30, c'est ça ? Des 37. Bon, merci à vous en tout cas, chers auditeurs, de nous écouter, de nous suivre. Merci à vous dans le studio, chers invités, d'être venus partager vos connaissances et votre passion sur ce sujet qui nous anime, l'histoire de la ville d'Aix-les-Bains à travers une époque qui offrait à ses habitants et aux visiteurs une toute autre vie finalement, une toute autre activité que celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors pour commencer, j'aimerais poser une question à mes invités experts et passionnés. Selon vous, que disent les vestiges de ce passé de la ville d'Aix-les-Bains? Si quelqu'un veut prendre la parole en premier. Claire ? Moi, je peux parler pour l'église. Elle révèle en tout cas la fréquentation internationale de la ville à la fin du 19e siècle et plus particulièrement des Britanniques qu'on appelait alors la colonie britannique et qui ont eu pour chef de file la reine Victoria. Donc, qui a entraîné dans son sillage toute l'aristocratie et la bourgeoisie anglaise à Aix-les-Bains. Des bien illustres personnages sur Aix-les-Bains. Joël Lagrange. Le solarium tournant, ça révèle surtout l'activité de pointe en thérapeutique thermale et autre qu'a eu Aix-les-Bains à une certaine époque, jusque dans les années 60-70, et qui se continue un tout petit peu quand même. Donc c'était rapidement pour dire ce que c'est quand même, pour que les auditeurs puissent avoir l'image, mais il faut pas trop en dire parce que ça sera pour après. Je vais vous dire comment ça s'appelle l'actinologie. L'actinologie ? Ah bah alors là, tout à l'heure. Alors là, du coup, ok, on en parlera tout à l'heure. François Fouget. Moi, je dirais que le chemin de fer à crémaillère, dont il reste quand même un certain nombre de vestiges, se qualifierait aujourd'hui pour les Aixois par le mot nostalgie. Nostalgie. Nostalgie de l'époque et l'envie de le revivre. Mais alors, on va avoir justement la chance de le vivre après la première pause musicale, en tout cas, de partir en voyage, aussi remonter le temps et même avoir la possibilité de sentir cette rose qui a été aussi inspirée et créée
par les Anglais. Oui, c'est ça. C'est une rose Saint-Suizen. On en parlera après, on se retrouve tout de suite après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Puisque vous partez en voyage, alors Aix-les-Bains aussi une destination, un voyage pour les Anglais entre le 19e, le 20e siècle, plus exactement le 20e. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux vestiges d'un passé révolu à Aix-les-Bains, avec notamment comme premier sujet l'église Saint-Suizen, avec Claire Pégase de Lorme, avec nous pour en parler. Alors Claire, peut-être, ça serait bien déjà de vous présenter en quelques mots, puisque vous avez rapidement, en fait, donc vous avez été enseignante pendant 25 ans. Oui, c'est ça. Et puis après, je me suis tournée vers d'autres activités. Et j'ai entre autres été la présidente d'une association franco-britannique à Aix-les-Bains qui s'appelle Grapevine Association, parce que je m'intéressais à l'anglais et à notre patrimoine britannique d'Aix-les-Bains. Et j'ai eu la chance dans cette association de rencontrer une amie anglaise qui s'appelle Joséphine Fletcher. Et ensemble, nous avons fait des recherches pour écrire un livre sur les trois villégiatures aixoises de la reine Victoria. Ça a été des vrais temps forts de notre passé, et c'était très intéressant de découvrir donc pourquoi ça s'était produit et comment ça s'était produit et les conséquences importantes que ça a eu pour notre ville d'Aix-les-Bains. Et donc, là aujourd'hui, nous allons parler de l'église Saint-Suizen, qui est une église victorienne à 2 titres. Premièrement, parce qu'elle a été construite durant l'époque victorienne. Donc, je rappelle, c'est une église qu'on trouve dans le centre d'Aix-les-Bains. Voilà, elle est au coin de la rue Elizabeth Boyd, qui est une bienfaitrice britannique, et de la rue du Temple, en plein centre-ville. Et donc, je disais qu'elle était victorienne à double titre, puisqu'elle a été construite durant la période victorienne, et elle a, en plus, accueilli la reine Victoria, ce qui n'est pas si mal. Alors, on sait qu'elle a été construite par les Anglais, et on se dit, en fait, finalement, qu'est-ce qui fait, parce que on vient, alors, ce sont des Anglais qui viennent à Aix-les-Bains pour les thermes. Qu'est-ce qui fait en fait ? Qu'est-ce qui va faire parce qu'on peut venir en voyage, on peut s'y installer dans une ville, mais qu'est-ce qui fait qu'on va y construire finalement une église ? C'est quand même, le symbole est quand même très fort, et la volonté de construire quand même une église montre aussi un accord de la ville pour le faire. Oui, un accord qui n'a pas été spontané en fait, puisque la demande, on lit dans la presse que la demande remonte à peu près 1860, où la colonie britannique était déjà importante l'été. Mais bon, c'est pas si facile que ça d'obtenir un terrain pour construire une église anglicane à Aix-les-Bains. Et il se passe un peu ce qui s'est passé à Chamonix, qui a son église anglicane depuis 1860. L'église anglicane, à l'époque, on leur octroie un terrain un peu en dehors de la ville. Je parle sous le contrôle de Joël, mais à cette époque-là... Joël semble valider. Oui, c'est de la même que dans le cimetière, les protestants et anglicans n'étaient pas enterrés dans le carré catholique. Voilà, donc à l'époque, elle est dans une zone semi-rurale encore, bien loin du centre, qui est plus haut dans la ville. D'accord. Alors, on peut peut-être reparler de cette population qui vient en villégiature. Oui, c'est une population qui vient prendre les eaux. Bon, il y a déjà eu le livre du docteur Garrod, Sir Alfred Garrod, qui est un médecin anglais, qui a eu la bonne idée de dire que les eaux d'Aix-les-Bains étaient bien supérieures aux eaux de Bath. Donc ça a été une première raison. Et puis, il y a eu tout un travail des médecins aixois auprès des Britanniques et des Américains, notamment le docteur Brachet et le docteur Blanc,
qui sont partis faire des campagnes presque publicitaires dans ces pays-là. Donc qui ont rameuté quand même, voilà. si on peut le dire. C'est pas forcément un joli terme, Oui, mais quand même toute une. C'est ça, on estime que le docteur Garot a fait à lui seul venir 12 000 patients anglais à Aix-les-Bains au moment de sa mort. Donc il meurt vers 1910, je crois. Ça méritait bien aussi une église. Hein. Et donc tous ces gens ont besoin en fait d'aller prier d'un lieu. Voilà, ils ont besoin de pratiquer leur rite, le rite anglican. Et bien, c'est difficile. Dans un premier temps, ça se passe dans les salles à manger des hôtels, mais ils sont vite à l'étroit. D'où la recherche d'un terrain et l'obtention d'une autorisation pour construire une église anglicane. Mais c'est une initiative privée au départ. Combien de temps la construction, le chantier a duré à peu près ? Ça a été extrêmement rapide. Donc c'est un coup. En fait, cette église, on la doit à un couple d'estivants britanniques. Je peux pas dire anglais puisque lui était anglais, elle était d'origine irlandaise. Et eux décident, ils fréquentent Aix-les-Bains depuis longtemps déjà et ils décident de construire cette église. Donc en 1868, Sir Samuel Whalley achète un terrain à Aix-les-Bains, enfin, et il obtient en 1869 l'autorisation d'y construire une église. Et 6 mois après, l'église est construite par Paul Bonnat, un entrepreneur local. Alors comment je pense aussi aux autres églises d'Aix-les-Bains. Comment ça a été perçu? Comment les fidèles des autres? Est-ce qu'il y avait quand même un mélange? Est-ce qu'il y a eu des histoires entre? Il n'y a pas d'œcuménisme à l'époque. Hein. On est loin de la situation actuelle. Puisque donc, c'est une église protestante. C'est une église anglicane, donc on peut pas vraiment dire. Enfin. Non, c'est pas. L'église anglicane a un grand éventail de possibilités. Et dans ces congrégations, donc, et en tout cas, ce que ces gens-là souhaitaient, c'était un rite dans leur langue, en anglais, et c'est la motivation principale. Et puis, il faut se rappeler que c'est la grande époque de l'expansion de l'impérialisme britannique, donc qui se fait dans tous les domaines, économiques, maritimes, religieux, etc. Donc, alors, on sait un petit peu aussi le nombre de fidèles qui venaient, l'histoire aussi. Elle a sûrement vu peut-être, elle a peut-être même connu des mariages. Je sais pas. Cette église, elle a dû connaître toute une activité et une vie. À partir du moment où elle est finie, donc fin 1869, elle est prête et elle ouvre au culte en 1870. On sait ça très précisément puisque c'est inscrit dans le guide du docteur Despines. Donc, à partir de mai 1870, chaque été, un chapelain vient et la vie paroissiale est organisée. Il y a des mariages, des décès et des naissances qui sont consignés dans un registre qu'on peut toujours consulter de nos jours, qui est aux archives en Angleterre de la CCCS. Et bien sûr, il y a des événements plus extraordinaires. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'église est construite en 2 temps. Et en 1870, donc, on n'a construit qu'une nef centrale et qui ne correspond pas à l'aspect de l'église actuelle. Mais quand elle a été construite tout de suite avec l'idée qu'elle pourrait être agrandie. Et c'est ce qui va se passer en 1884 parce que l'affluence des Britanniques est toujours plus grande. Et donc, il y a besoin d'une église plus grande. Et en 1884, donc Lady Whalley paye l'agrandissement de l'église Saint-Suizen. On construit 2 bas-côtés et on ajoute un porche. On passe donc d'une contenance de 120 personnes à 240, qui est quand même important. C'est la capacité d'accueil actuelle. Hein. Je crois qu'on en est toujours là, 240 chaises. Alors, il me semble que dans cette église, on y trouve un orgue assez d'une valeur assez importante. Alors ce qu'il a de spécial, c'est que c'est un orgue de facture anglaise. Il a été construit par Hunter & Son
Et il y en a très peu, mais il y en a partout dans le monde, puisque c'était les Britanniques exportaient ce qu'ils faisaient. Donc, j'ai vu qu'il y en avait en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, et à Aix-les-Bains, nous en avons un. Mais il arrive plus tard, il arrive à la fin du siècle, en 1896. Donc, quand la reine Victoria assiste aux offices, elle ne profite pas de ce bel instrument, et elle pense même que il y a un harmonium et qu'il est joué par un dentiste américain, et elle trouve qu'il a l'air bien médiocre. Alors, j'imagine, Joël Lagrange, qu'on peut trouver des photos, des documents sur cette... Sur sa Swissarde, très peu en fait. Tout simplement, on a le permis de construire, mais il n'y a pas de plan dedans. Tout simplement parce que c'est une initiative entièrement privée, avec un financement privé, qu'ensuite elle a été gérée par une association britannique qui existe toujours. Oui. Je laisse à Claire le dire en anglais. En fait, à l'époque, ça s'appelait la Colonial and Continental Church Society. Ah oui, je comprends, Joël, pourquoi vous laissez Claire le dire. Et puis elle a évolué, et maintenant c'est Intercontinental Church Society, c'est-à-dire une société de l'Église intercontinentale. Mais c'est vrai qu'on est très pauvre en documents, c'est très frustrant. Voilà, puis ensuite, après, il n'y a pas de production forcément de documents dans ces lieux-là, puisque de toute façon, à part les registres de mariage, d'essai et de baptême, qui sont la propriété donc de l'Église, il se passe rien de public. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Parce que finalement, cette Église, elle est encore en activité. On assiste d'ailleurs toujours, moi je suis assez subjuguée par la beauté de cette église et même par l'atmosphère. Il y a une atmosphère très très belle, et notamment quand il y a des concerts. Moi j'ai vu des concerts qui sont toujours. Donc c'est aujourd'hui une église qui est très utilisée. Oui, mais donc elle a une histoire particulière. Donc elle est construite par des privés, ce qu'on a dit. Et en 1882, juste avant de décéder, Sir Samuel la vend à cette organisation qui s'appelle la CCCS. Et l'église fonctionne très bien jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, il y a un vrai changement de fréquentation. Il y a des problèmes dans les années 50. Il y a des travaux à refaire. C'est compliqué. Et puis elle tombe un peu en désuétude. Et il faut attendre 1976 pour qu'il y ait une négociation entre la CCCS et la ville d'Aix-les-Bains qui la rachète pour le franc symbolique et en fait pour l'orgue. Et c'est bien. Donc ça tient à un orgue. Voilà, et l'orgue est notre joyau et c'est le joyau qui sauve les crins. En fait, c'est ça. Et donc, à partir de 1976, elle devient un bien municipal et on peut y organiser donc des concerts, et ce qu'on fait toujours à l'heure actuelle. Une église qui est maintenant écuménique. Et l'église est devenue, un lieu œcuménique, mais donc. Donc il y a une pratique religieuse. Oui. Il peut y avoir une pratique religieuse, et s'il y avait une communauté anglicane, elle aurait la priorité d'utilisation. C'est une des clauses de l'acte de vente. Les protestants y ont transféré leur culte l'année passée quand ils refaisaient le temple qui se trouve vers le parc des Thermes. Je crois qu'il y a de temps en temps des sépultures aussi. Alors, en tout cas, pour vous, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas cette église, si vous avez aussi envie d'en savoir un peu plus, sachez que pour les journées du patrimoine qui ont lieu le 3e week-end de septembre, vous pouvez avoir la chance de faire une visite avec une description du lieu et Claire Pégase Delorme, sera là aussi pour vous raconter son histoire. On va marquer la deuxième pause musicale et on se retrouve tout de suite après, où là on va gravir les montagnes, gravir plutôt le Mont Revard. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac, dans l'épicerie culturelle du territoire. Et
et nous parlons de vestiges du passé dans la ville d'Aix-les-Bains, de la ville d'Aix-les-Bains, un passé 19e, 20e siècle avec des constructions, des moyens de locomotion, des lieux qui peuvent nous faire rêver, imaginer un temps où la vie aixoise ressemblait à toute autre chose qu'à celle de nos jours. Alors sur le deuxième sujet, nous allons mettre les projecteurs sur ce chemin de fer à crémaillère qui rallie Aix-les-Bains au Mont-Revard avec François Fouget, donc spécialiste du sujet, passionné par les trains. Tout à fait. Passionné par les trains, c'est une chose, mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que la crémaillère et Saint-Swithen quelque part sont liés parce que tout est lié à Aix-les-Bains par le thermalisme. Et autant les Anglais, en général, sont venus prendre les eaux à Aix-les-Bains, autant le chemin de fer a été créé pour être un supplément et un complément à la cure thermale. En effet, il était indispensable, d'après certains médecins aixois, dont le docteur Jean Monard, de compléter la cure en allant respirer le bon air au sommet du Revard, altitude idéale de 1500 mètres. Donc ça faisait partie finalement de la cure. À l'origine, oui, complètement. C'était un traitement, on peut dire. C'est un complément. C'est un complément. Donc pour ce complément, on a construit intégralement une station qu'on a appelée climatérique, avec des hôtels, enfin un hôtel au sommet du Revard, un restaurant, et puis un vecteur de transport pour emmener tous ces gens sur le sommet du Revard. Alors ça, c'était en quelle année en fait, la construction La réflexion a commencé dans les années 80, 1880, et la construction effective a débuté en 1891 pour être livrée en 92. Alors où est-ce qu'on le prenait, ce petit train ? On prenait le petit train au bord, on va dire, dans un coin du parc thermal, qui a été séparé du parc pour la circonstance. Aujourd'hui, il y a le centre des congrès qui est construit à l'emplacement du dépôt. D'accord. Et puis, on remontait, traversant le Bois-Vidal, Mouxy d'abord, Pugny, et puis la montagne jusqu'au Revard. Et la montée durait combien de temps ? La montée durait, excusez-moi, 1h15. Ah oui, quand même. Avec 2 arrêts de 5 minutes à Pugny et à Pré-Japère pour faire de l'eau. Parce que les locomotives à vapeur de l'époque sont relativement petites, consomment de l'eau, donc il faut s'arrêter pour mettre de l'eau, tout simplement. D'accord. Alors vous avez dit qu'il y avait un hôtel. Oui. Donc ça veut dire que les gens restaient là-haut ? Comment ? Éventuellement, ils pouvaient dormir là-haut. Bon, il faut se resituer, nous sommes à la fin du 19e siècle. Les curistes, qui sont en fait les touristes avant l'heure, sont des gens qui ont des moyens financiers. Il n'est pas question de remboursement par la sécurité sociale, là. Donc c'est des gens aisés qui ont donc... à titre d'exemple, je vous dirais que le billet, à l'époque, coûte 10 francs l'aller-retour, et que le salaire horaire d'un maçon est de 50 centimes. Ah oui, c'est énorme. Oui. Donc ce n'est pas n'importe qui. On peut coucher au Revard. Il y a d'ailleurs des trains spéciaux qui redescendent éventuellement les gens au casino ou lorsqu'il y a des spectacles, etc., et qui les remontent ensuite dans la station, et inversement, ceux qui résident là-haut descendent en soins à Aix. Oui, parce que on se dit, à ce prix-là, quand même, il fallait quand même, on montait pas pour rien, enfin... Non. Alors, qu'est-ce qu'on faisait, alors, si on prenait le grand air ? Donc, c'était de la promenade pour prendre le grand air. En fait, on était à une époque où on marche quand même beaucoup. Donc, en fait, il y avait combien de trains par... il y avait, j'imagine, un aller-retour. Comment ça se passait ? Il y avait entre 6 et 8 trains quotidiens en aller-retour, plus énorme. Des trains supplémentaires si nécessaire. D'accord, donc il y avait beaucoup de monde, finalement. Et il pouvait y avoir beaucoup de monde, oui, tout à fait. Il arrivait que les trains se succèdent à la queue leu-leu, qu'à de le dire, sachant qu'il y avait 60 personnes par voiture, et une voiture poussée par locomotive. Alors attendez, je suis en train de faire le calcul, mais comme je suis super mauvaise en maths, je vais vous poser directement la question. Mais je veux dire, on pouvait acheminer 60 personnes à la fois, mais
les trains pouvaient se succéder. Il y a 3 évitements, donc on peut facilement se croiser, se succéder, et on peut considérer que en période de pointe, il y avait un train toutes les 20 minutes qui arrivait au Revar déverser son flot de touristes. Donc il y avait au Revar, il y avait quoi? Il y avait un hôtel, il y avait des restaurants, parce que j'imagine ils restaient quand même la journée, les gens, Oui. là-haut. Un hôtel, restaurant, il y a un restaurant, l'hôtel est toujours là, hein, c'est le grand hôtel du Revar, est toujours en place. Et à l'horizontale, un peu plus au sud, il y avait le restaurant qui est devenu par la suite, beaucoup plus tard, souffle-moi Joël. Le restaurant Bouvard. Le restaurant Bouvard, et qui aujourd'hui malheureusement n'a plus en fonction de restaurant et est en cours de transformation en appartement. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez rajouter peut-être quelque chose juste aussi pour dire que les gens font toujours à peu près la même chose en été, c'est-à-dire ils montent, ils regardent le paysage, ils regardent la table d'orientation, puis ils redescendent. Ils n'en font pas plus. Ils n'en font pas plus, mais ça prend quand même pour certains la journée en pique-nique au milieu, et puis mais on a respiré, et c'est vrai que quand vous êtes au Revar, vous avez quand même vous voyez quand même en été notamment un petit voile bleu sur le lac et Aix-les-Bains qui est quand même un signe de pollution, hein, faut pas se cacher. Et puis il y a beaucoup de gens qui viennent de loin, on vient de Lyon, hein, beaucoup de Lyonnais viennent au Revar. Vous parlez donc à cette Aujourd'hui non. Aujourd'hui encore, oui. Mais aujourd'hui, on aimerait bien aussi pouvoir prendre un petit train pour monter. Alors, je sais qu'il y a quand même ça fait beaucoup parler. Enfin, c'est un sujet qui anime et qui fait aussi rêver les gens. C'est vrai qu'on se dit, oh là là, ça serait bien s'il était là. Je sais que parfois, quand on fait des randonnées, on se dit, ah oui, bah là, c'est les traces des rails, c'est les anciennes rails de la crémaillère. Enfin voilà, c'est quelque chose en tout cas qui attise la curiosité et l'imagination des gens, des Aixois. Tout à fait. D'ailleurs, ce qui fait le succès du Montanvert, c'est le train, c'est pas la mer de glace, et pour cause, il n'y en a bientôt plus. Et ce qui fait le succet aujourd'hui du Puy-de-Dôme, qui a sa panoramique des Dômes, qui a, je veux dire, au sommet des volcans là-haut, il y a pas grand-chose non plus. Par rapport au Revar, quand on est au Revar, on a quand même un environnement extraordinaire, hein, un panorama sur les Alpes, le Mont Blanc quand il fait beau, il fait quand même souvent beau, la Chartreuse, toute la vallée du Dauphiné, etc. C'est superbe là-haut. Le cep du Revar. Ah aussi, les cèpes du Revar, oui. C'est une spécialité. Ce que j'allais dire, vous êtes gourmand puisque c'est un dessert, hein? Oui. Oui. Avec du chocolat fondu, c'est ça? Sur des meringues, oui. Ouais. En forme de champignon. De cèpe, ouais. Et de la glace. Oui, je connais, c'est quelque chose aussi que j'aime bien. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, je vous pose la question, est-ce qu'on peut imaginer le retour d'un petit train On peut l'imaginer, oui, tout à fait. L'imagination est au pouvoir partout. Hein. Ouais. Je vous répondrai, bien que ce soit pas le sujet d'aujourd'hui, je vous répondrai, oui, c'est possible. Oui, le financement est possible. Oui, techniquement, on a tout ce qu'il faut. Mais en France, il y a quelque chose qui s'appelle l'administration, avec un grand A, et sans l'aval de l'administration, sans l'aval écrit de l'administration, on ne peut rien faire. Donc l'aval oral, moral existe, et puis c'est tout. Ça traîne. Vous savez, c'est le principe des dossiers. Vous avez un dossier, puis il y en a un autre par-dessus, puis encore un, puis encore un, puis encore un. Et ça, c'est un autre sujet. C'est vrai que, mais j'entends bien ce que vous dites. Des choses à rajouter, peut-être sur cette crémaillère, sur ce. Moi, je pourrais rajouter qu'un grand scientifique comme Lord Kelvin a pris le train crémaillère à la fin du 19e siècle et il est allé faire ses observations sur la lumière. Donc, il a observé le rayon bleu à l'est, au lever du soleil sur le Mont Blanc. Et il a parlé de ça dans ses écrits, naturellement. On a des traces de ça, ce moment féerique qu'il a vécu. De ce grand rayon bleu? Oui. Vous pouvez nous en dire plus? La lumière bleue, non, parce que moi je ne suis pas du tout bonne en physique, donc je peux pas vous en dire plus, mais il y a un bon article dans So British. Alors je crois que Joël Lagrange peut en dire plus. J'allais juste en faire un petit peu de publicité, puisque dans le prochain numéro de la Société d'art et d'histoire, il y aura un article justement sur les jardins alpins du Revar et l'exploitation agricole qui s'était faite par les compagnies qui géraient le Revar, aussi bien la compagnie du Revar que la compagnie PLM, des pâturages et des cures de lait et tout ce qui va avec.
Moi, je peux vous rajouter une petite anecdote puisqu'on en est là. C'est que l'oncle de Michel Simon, l'acteur, grand acteur du XXe siècle, était mécanicien sur le réseau. Ah. Conduisait les petits trains, comme disait Michel Simon. Ah, c'est chouette. Qui venait voir son oncle et monter dans la locomotive parce que lui avait ce privilège. Et on a des photos, on a des... Il existe un bout de film à l'INA, oui, où Michel Simon raconte cette anecdote. D'accord, on peut le voir, on peut le partager en tout cas sur les réseaux. Il faut le chercher pour le trouver. Alors je vais le chercher, je le partagerai parce que ça doit être en tout cas intéressant et chouette à voir, j'imagine. Les photos de la crémaillère, en revanche, elles sont très très nombreuses. Les films aussi, c'est un lieu hautement touristique. Oui. Et il y en a beaucoup dans le livre de François. Alors, vous avez consacré un livre à ce sujet. Oui. Récemment, on a pu vous entendre aussi au Victoria lors d'une conférence dirigée par la SAA, également sur ce thème-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et de votre livre et du... Mon livre, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, est épuisé. Ah c'est une bonne nouvelle, si j'ose dire. C'est une bonne nouvelle. Il va être réédité. C'était déjà une réédition. Ah. Et j'ai toujours dit que la 3e réédition serait faite pour l'inauguration du nouveau train. Donc c'est pas demain la veille. Bon, très bien. On va marquer une dernière pause musicale avec Bourvil, La tendresse. Et on se retrouve tout de suite après. Merci. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. On vient de parler de la crémaillère. François Fouget, expert en fait sur la question, nous a parlé de ce thème. Et passionné, bien sûr. Et il y a une question que j'aimerais vous poser, François Fouget, c'est comment, en fait, d'où vous est venu, en fait, cet intérêt insistant, peut-être sur ce sujet de la crémaillère à Aix-les-Bains? Écoutez, d'une part, je suis petit-fils de mécanicien des chemins de fer qui conduisaient donc des trains. Ensuite, ma mère m'a beaucoup parlé de cette crémaillère. Elle en parlait même très souvent parce que quand elle était ado, elle prenait avec sa sœur le train en marche avec la complicité des contrôleurs. Elle était éclaireuse de France, il faut le dire. Ça aidait aussi. Ensuite, de par ma formation, j'ai beaucoup fait de restauration d'images anciennes. Vous avez une formation de photographe? Photographe, oui. Mais photographe technique, plus que pratique. Enfin, j'ai pas été formé à faire des photos dans la rue, j'ai été formé à traiter les photos de façon technique. Ce qui n'empêche pas de faire des photos dans la rue. Et puis, après ça, je me suis intéressé à l'histoire locale. Donc, de par là, je me suis intéressé à l'histoire locale, et puis de fil en aiguille, j'ai participé à l'élaboration de la Société d'art et d'histoire et je suis un peu monomaniaque et monosujet là-dessus. Alors expert, j'en sais rien. Fin connaisseur, alors quand je parle d'expertise, en tout cas, c'est cette accumulation de connaissances qui finalement est le résultat quand même d'un vif intérêt ou d'une passion. Oui, tout à fait. Bien sûr. Je plus sois, comme on dit. Alors, vous faites partie de cette société d'art et d'histoire qui est dirigée, présidée par Joël Lagrange. Joël Lagrange, qui est aussi directeur des archives municipales de la ville d'Aix-les-Bains. Alors, peut-être qu'on parlera en dernier lieu de cette société d'art et d'histoire qui finalement valorise le patrimoine du territoire. Mais peut-être avant tout, j'aimerais bien quand même qu'on parle de notre 3e sujet qui nous intéresse, qui est, moi je vais le dire, qui est le solarium tournant. Alors vous m'avez parlé d'héliothérapie, vous m'avez parlé de l'actinologie ou l'actinothérapie, mais ça vous concerne et je vous laisse la parole sur ce sujet. Alors je précise que je suis pas médecin et je suis pas très versé en sciences médicales non plus. Toujours est-il, donc en fait tout ça c'est la sphère d'un médecin qui est d'origine roumaine, qui s'appelait le docteur, on dit Saïdman ou Sedman,
qui est né à la fin du siècle dernier et qui est venu faire ses études de médecine en France, un monsieur très brillant, et qui, suite à la guerre de 14, où il était très actif, a été naturalisé français, s'est lancé dans une spécialité de la médecine qui est justement l'actinologie, c'est-à-dire l'actinothérapie, le soin par les rayonnements, alors les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, les ondes hertziennes, toutes ces choses qui venaient d'être découvertes dans la première moitié du XXe siècle et qui se développaient. Et il s'est lancé dans la recherche et il a écrit un livre qui a eu un très fort retentissement en 1925, justement, sur cette science et sur ces soins qui pouvaient être apportés par les rayons ultraviolets, et notamment dans certains soins de tuberculose, certaines tuberculoses, ou pour les psoriasis, enfin d'autres maladies. Il a été très vite devenu très célèbre sur la place parisienne, où il a lancé une clinique qui est consacrée à cette actinothérapie. Parce que je parlais en fait moi du solarium tournant, donc de ce bâtiment très particulier. Donc vous, votre porte d'entrée, c'est finalement l'actinothérapie, parce que ce solarium tournant, c'est l'outil qu'il a conçu pour améliorer les soins donnés par la lumière du soleil. Alors est-ce que vous pouvez le décrire, ce solarium tournant? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, comment ça se présente? Alors, je vais d'abord vous dire que ce médecin très connu a atterri à Aix, parce que Aix était déjà connu pour ses soins thermaux et internationalement connu, et qui en plus, il connaissait très bien le député de la Savoie qui s'appelait Théodore Reynac, qui habitait sur Château-à-la-Motte, et qui l'a incité à venir à Aix. Et donc, le solarium tournant, c'est un outil qu'il a conçu avec un architecte aixois, André Fard, qui avait une base octogonale, en béton, sur laquelle vous avez une espèce de chapiteau tout en métal, couverte d'une charpente. Ça ressemble un peu à un moulin, j'allais dire des Pays-Bas, si vous voulez, pour le bas. Et puis au-dessus, deux grandes plateformes qui sont montées sur un roulement qui tourne horizontal. Qui tourne en fonction de la lumière du soleil. Et sur ces plateformes, il y a une quinzaine de cabines ouvertes à la fois sur le haut et sur la face, qui permettent aux gens qui sont dans ces cabines de recevoir la lumière du soleil. Non seulement de manière naturelle, mais il y a des lits inclinés dans ces cabines pour qu'ils soient bien orientés. Oh là là, ça devait être quelque chose. Des espèces de loupes. Ouais, des miroirs et des loupes. Voilà, tout un jeu qui concentre la lumière sur les parties malades. Et donc c'est comme ça qu'on soigne, et le solarium tourne en fonction du soleil pour que les malades soient exposés en permanence. Parce que quand on voit comme ça en photo le solarium tournant, ça fait très manège. Alors ça, c'est mon imagination. C'est un manège tournant, sauf qu'on y met des malades voilà. Dessus. Donc il tourne pas. Il le positionne à un moment de la journée. Il tourne pas. Si, il a un moteur électrique. On peut même le tourner à la main quand il y a un problème électrique. Et il y a toute une chambre de commande tout en haut. Et en fait, il tourne pas tout seul. Hein. On le fait tourner. Il n'y a pas encore d'ordinateur comme ni de système comme un tournesol. Vous savez, comme la plante. Hein. Il faut l'orienter. Et puis en plus, ça dépend des malades et des pathologies. Et donc, il est construit à partir des années 29. Il est inauguré en 1930, en juillet 1930. Et il a un grand succès jusque à la guerre. Puis le docteur Seidman est obligé de s'expatrier en 1942 parce qu'il est d'origine juive. Donc, il se réfugie d'ailleurs à Aix-les-Bains à ce moment-là, qui est en zone libre. Et puis donc, c'est une science qui tombe un peu en désuétude après la guerre, et la société a des difficultés, et finalement, donc, le solarium est démonté dans les années 50, je crois que c'est en 53. Actuellement, il ne reste, donc c'était boulevard de la Roche-du-Roi, un peu plus haut sur la hauteur, là, à l'arrière du Bois Vidal. Il ne reste plus que la plateforme et puis un lotissement qui s'appelle le solarium retournant, puisque c'est l'ancien emplacement du parc du solarium. On a encore la plateforme. Oui, sans compter que le docteur Seidman, avec son invention, a été très sollicité. Il en a construit deux autres, un tout petit peu différents, mais bon, sur le même principe. Un qui était à Valoris, au bord de la mer, donc, et qui a été transformé, en sanatorium pendant la guerre, d'ailleurs en 42, je crois. Et il existe celui-ci? Alors, il est complètement transformé en sanatorium, donc on ne reconnaît plus. On n'a plus de... D'accord. Il doit y avoir des restes dans les bases. Et le dernier qui a été construit en Inde,
à la demande d'un Maharaja. Je vous dirai pas le nom de l'endroit parce que c'est imprononçable pour nous, mais il existait toujours il y a quelques années encore. Il n'était plus en fonction, mais il est en ruine, mais il existait encore. Donc, alors, je trouve que c'est une vraie perte. Pardon, je vous ai coupé. Non, je disais que c'était une invention qui a eu des suites. Alors, je ne sais pas si actuellement le soin par la lumière solaire avec des loupes serait très bien vu des dermatologues. Je ne sais pas du tout où on en serait. Il était d'ailleurs équipé aussi pour, quand il n'y avait pas assez de soleil, pour soigner avec les ultraviolets. Et qu'est-ce qui fait, à quel moment en fait on l'a démonté, on peut dire? En 53, donc 53. Après la guerre, quand il n'a plus d'utilité, que la société, donc le docteur Seidman, de toute façon, était déjà âgé, il était né en 1897. Donc c'était utilisé finalement, que ce soit la crémaillère, l'église, le solarium tournant, finalement c'était à destination des curistes. Oui, complètement. Voilà. Oui. Alors, François l'a très bien dit, autour du thermalisme, on a inventé un certain nombre de médecines alternatives pour pour aider à la cure thermale, qui était donc la cure climatérique, d'air. Il y a eu la cure donc du docteur Seidman avec la lumière. Il y a eu l'Institut Zander avec la mécanothérapie qui s'est installé très tôt à Aix-les-Bains en 1896. Et puis donc la mécanothérapie, les cures de lait, les lapins angora, parce qu'on tricotait des genouillères, des poignets qui étaient un complément de traitement. La mécanothérapie, c'est l'ancêtre des salles de sport, en fait, quelque part. Ah oui, d'accord. Des machines de rééducation. D'accord. La réadaptation fonctionnelle, on dirait maintenant, ça existe toujours, le Zander, mais sauf qu'il est au bord du lac, il n'est plus dans son établissement d'origine. Mais c'est une technique qui a été inventée par un médecin suédois au milieu du 19e siècle et qui a eu très très rapidement un institut. Gustave Zander a créé un institut à Aix-les-Bains en 1896. Et dans les nombreux appareils, je dirais, il y avait aussi une cabine de lumière. Oui. Une boîte, un peu comme les Berthollet qui servaient au traitement à la vapeur, on va dire. La luminothérapie était faite dans des boîtes avec plein de petites ampoules. Je crois qu'on en a une encore. Ce que j'allais dire, on a trace de ça. Oui, on a toujours, elle est en très mauvais état, mais la ville d'Arrêt d'Histoire, la ville d'Aix-les-Bains, elle conserve encore la boîte. Et ça, d'origine. on peut le voir. Il y a des expositions. Pas pour le moment, elle est en très mauvais état. Elle sera un jour restaurée, j'espère, mais pour le moment, elle est en réserve. Alors, j'aimerais qu'on parle de cette fameuse SA. Cette société d'arrêt d'histoire qui a pour but, alors peut-être que vous pouvez, donc vous êtes président de la société, oui. de l'association. C'est une association de loi de 1900, qui existe depuis 1993, en fait, nous 30 ans cette année. Et un de ses objectifs, justement, c'est de susciter la recherche et de publier des articles dans notre revue qui s'appelle Arrêt Mémoire. Une très bonne revue. Voilà, autour de cette recherche, c'est ce qui fait que on encourage nos auteurs. Donc, il y a eu des articles sur les Anglais Aix-les-Bains, donc une revue spéciale qui s'appelait So British. Des articles sur Saint-Souitern, des articles sur l'homme tournant, voilà. La crémaillère un peu moins parce qu'il y a un livre complet, spécifique, ça peut pas se résumer en un article. Mais qui est épuisé, donc ne le cherchez pas. Oui, il était édité avec l'aide de la société, puisqu'au départ, il y avait le logo dessus. Alors, on a pu, en tout cas, on a pu, on a pu vous entendre en fait lors de cette conférence. Est-ce qu'il y aura, donc, puisque le livre est épuisé, est-ce qu'il y aura d'autres conférences concernant cette crémaillère? Je ne peux pas vous répondre. Ça dépend des gens qui font les programmes de conférences, et puis ça dépend des demandes. Là, j'ai par exemple, c'est une parenthèse, mais j'ai une demande par le CCAS de Mouxy pour faire une petite intervention, mais donc voilà, pour ceux qui veulent, pour nos auditeurs qui en tout cas écoutent l'émission et qui veulent en savoir plus sur le sujet, en tout cas, est-ce qu'il y a un site internet ou Vous vous adressez à la Société d'Arrêt d'Histoire, tout va bien, ça transmettra. D'accord, et on trouve parfois des ouvrages chez les brocanteurs. En plus, oui. Oui, ça m'est arrivé de faire une intervention pour le Rotary, par exemple. Bon, avec plaisir.
Pareil, je pense à vous, Oui, Claire. mais c'est à la demande. J'ai fait beaucoup de conférences avec, puis sans Joséphine, sur le sujet de la reine Victoria. Et je salue l'initiative de Joël. Donc en 2020, on a fait cette belle revue qui s'appelle So British, parce que c'était le 150e anniversaire de l'église Saint-Suisan, qui est la plus ancienne église d'Aix-les-Bains. Donc c'est une espèce de petite anomalie dans la très catholique Savoie. Voilà, donc moi je continue. Au mois de juin, le jeu géant, le jeu de loi que j'avais fait pour. Alors parlez-nous de ce jeu géant. Alors c'est un jeu de loi qui reprend ce qui est encore visible de la colonie britannique à Aix. Donc avec, on pourra l'utiliser à nouveau le jour de la fête de la musique avec le magasin Les Belles Histoires à Aix-les-Bains. Pour jouer, voilà. C'est une façon de se familiariser avec les noms des rues qui sont d'origine britannique et qui font référence à des sujets de Sa Majesté à Aix-les-Bains, et puis des monuments. C'est un jeu géant où les cases sont assez grandes pour qu'on y mette les enfants qui jouent les pions. Ah, très bien. Voilà, ça avait été fait pour l'exposition de 2020 du Musée Fort, mais malheureusement, cette exposition, elle a démarré en même temps que le Covid, en gros. Ouais. Et donc, ça s'est mal passé pour elle. Et Claire ne vous parle pas de son dada? Son dada, Jaco. qui est l'âne Jaco. L'âne de la... Alors parlons de l'âne Jaco. Qui est l'âne Jaco? Alors Jaco, c'est un âne que la reine Victoria a acheté à Aix-les-Bains. Bien, quand elle est arrivée, la première année, elle avait une petite voiture qui était tirée par un poney, et qu'elle appelait Pony Chair dans son journal. Et puis à partir de son deuxième séjour, on parle de Donkey Chair. Donc elle a acheté à Aix-les-Bains un âne qui s'appelait Jaco et qui a eu une certaine célébrité parce qu'il l'a suivi dans de nombreux voyages. En particulier, il est probablement allé jusqu'à Florence avec elle. Et à Aix, donc, elle l'a acheté, elle l'a emporté avec elle au Royaume-Uni, et elle est revenue avec lui en 1890. Donc, nous, on trouve que c'est une charmante histoire. Pour un petit âne du Grand Port, c'est une sacrée carrière, une carrière royale. Donc l'âne Jaco. Qu'on trouve, donc c'est un livre qu'on trouve. Alors, le 1 est épuisé, mais on trouve encore le. Décidément, tous ces livres sont épuisés. Hein. Il y a un succès. Hein. Voilà. On trouve encore le 2. C'est un petit album bilingue, donc qui raconte ce que fait la reine à Aix-les-Bains lors de ses villégiatures. Entre autres, elle monte à la Chambotte. Je vois Monsieur Germain et j'en parle. Destiné aux enfants. Oui, c'est un album bilingue pour la jeunesse, pour les enfants. Sinon, il y a avec La Fontaine de Siloé, je viens de ressortir un livre sur la reine Victoria et la Savoie. Donc, le même sujet. Et sur le solarium tournant, il y a eu un livre et une étude faite par deux chercheurs parisiens. C'est Cécile Rénal et Thierry Lefebvre qui a donné lieu à un livre qui a été édité en 2010 aux éditions Glyph. Je ne sais pas du tout s'il est encore dispo, mais bon, il était plutôt scientifique, lui. Après, vous pouvez faire des recherches, en tout cas sur ces sujets-là. Se termine bientôt l'émission. Peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet? Sur ce sujet, peut-être pas, mais on peut demander, proposer et suggérer aux auditeurs de venir assister aux conférences de la Société d'art et d'histoire le 2e mardi de chaque mois. Très bien. Alors, au Victoria, au cinéma Victoria, naturellement. Et entrée libre. La prochaine conférence étant une conférence sur le roi de Grèce, Georges Ier de Grèce, qui est venu à Aix pendant au moins une trentaine d'années, jusqu'en 1913, jusqu'à sa mort. Aussi dans le cadre des termes Non, en villégiature, c'était... Oui, alors, il venait faire sa cure, et entre autres, donc, il a fréquenté l'église Saint-Suisan, puisque le roi Édouard VII est son beau-frère, et notamment, il assiste à Aix-les-Bains à la cérémonie qui est en rappel du couronnement d'Édouard VII en 1902.
toute façon, c'était encore un cousin de la reine Victoria. Donc, dans le prochain magazine, c'est ça? Alors non, ça c'est la prochaine conférence. Prochaine conférence. Il y aura un article, mais pas pour le prochain numéro, plus tard. Très bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau sujet. Sachez aussi qu'il y a un podcast. Si vous avez raté l'émission ou une partie de l'émission, sachez que d'ici quelques jours, vous avez un podcast disponible sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, passez une agréable journée. À très bientôt. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.